Ben, merci à vous. Et puis, donc, je vais présenter un sujet beaucoup plus décontracté, je dirais, que le sujet précédent, puisqu'il s'agit d'une. Alors, en fait, c'est une petite découverte de toute une série de plaques de verre qui sont relatives à un voyage méconnu du préhistorien et archéologue Émile Cartaillac, que vous devez sans doute connaître ou pour lequel vous avez entendu le nom, puisqu'il a pas mal travaillé dans le Couserans et en Ariège de façon générale, notamment dans la découverte du fameux salon noir de Niaux. Il en a été l'un des inventeurs avec l'abbé Breuil. Alors, c'est une aventure complètement scientifique parce qu'au départ, je travaillais sur les archives que, que détient l'association Louis Béguin. Donc peut-être que vous connaissez ce nom aussi. Et donc dans le fond, au-delà des documents papier, correspondances, livres, etc., il y a toujours un fond photographique composé de plaques de verre qui étaient là, plus ou moins triées en fonction des visiteurs que pouvait avoir Robert Béguin. Et il se trouve qu'en consultant juste les plaques de verre, je suis tombée sur cette série du voyage en Grèce. Et à mon grand étonnement, moi non plus, je ne savais pas que Émile Cartaillac avait participé à ce voyage qui, vous allez le voir, est un voyage très important dans l'histoire scientifique en fait de la France. Alors ces plaques de verre, vous les avez, alors bon, vous avez l'image de notre découverte commune avec Robert Béguin, vous avez le fond tel qu'il était à l'époque, donc dans des petites caisses en bois. Bon, tout ça, on ne savait pas trop quoi en faire, hein, puisque tout était un peu en désordre. Pour vous expliquer rapidement de quoi il s'agit, en fait, c'est deux fonds qui se sont confondus, si j'ose dire, à savoir les plaques de verre d'Émile Cartaillac et celles ensuite qu'a utilisé Henri Béguin, le continuateur d'Émile Cartaillac à Toulouse. Et donc, du coup, tout est mélangé. Et on a des séries comme ça, de voyages. Donc là, il y a ce voyage en Grèce d'Émile Cartaillac, mais on a aussi dans le fond, et ça c'est très intéressant, tous les voyages d'Henri Béguin dans les pays de l'Est dans les années 30. Vous vous doutez bien dans des contextes éminemment particuliers, puisqu'on est juste quelques années avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et il a visité beaucoup de ces pays-là, y compris des pays baltes. Donc là aussi, toute une série qu'on est en train d'étudier et de recontextualiser pour essayer de les valoriser. Alors ces plaques de verre, ce sont ces petits objets que vous avez là, effectivement des plaques qui donnent des photographies alors par un procédé chimique qui est très très polluant au gélatino-bromure, hein, donc, et puis même très très dangereux hein, pour nous-mêmes. Mais à l'époque, c'était très couru parce que on se servait de ces lampes à projection et ça permettait dans les conférences, comme aujourd'hui, c'est l'ancêtre en fait hein, du diaporama, de présenter des images au public, au grand public ou même aux étudiants. Ces lampes de projection et cette manière de faire aussi hein, de la science, elle va commencer à Toulouse en réalité, hein, même avant Paris. On peut faire un petit cocorico, parce que l'un des premiers à l'utiliser, c'est Eugène Trutat. Et ce Eugène Trutat, qui est connu aussi dans l'histoire du pyrénéisme, hein, puisqu'il a pas mal découvert de routes hein, pyrénéennes, que ce soit en Ariège ou dans les Hautes-Pyrénées. Il a été un des premiers, en tant que photographe, à utiliser pour ses conférences sur les Pyrénées ce type de projection. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, ces petites plaques de verre, ça pèse assez, puisqu'elles font à peu près elles font 8 sur 10 hein, centimètres. C'est assez lourd. Alors vous imaginez bien qu'on les trimballait dans ces boîtes en bois, là. Il y en avait à peu près une vingtaine, voire une trentaine. C'était éminemment lourd. Et je vous explique ça parce que vous allez voir que pendant le voyage, ça pose aussi problème hein, à notre Émile Cartaillac. Alors voilà quelques illustrations qu'on va revoir hein, d'ailleurs de ces plaques de verre de l'association Louis Béguin. Alors on a trouvé donc cette série et là, comble de bonheur pour tout historien comme je le suis et archéologue, il y avait aussi le texte
qui accompagnaient ces images, puisqu'il se trouve qu'à son retour, Émile Cartaillac va faire une immense publicité, enfin immense, je mesure mes mots aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va faire plusieurs conférences, notamment une conférence à Montauban, le lundi 18 mai 1896, donc quelques jours après son retour, et il va utiliser, c'est ce que nous dit le rapporteur hein, de cette conférence, il va utiliser justement une lampe de projection pour montrer ces images ramenées de Grèce. Et pour nous, alors là, le texte est encore plus important, il a laissé un témoignage qui s'appelle « Les 8 jours en Grèce » dans le bulletin de la Société de géographie de Toulouse. Et c'est un témoignage intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de publications sur ce voyage, mais qui n'ont pas du tout la tonalité de ce que raconte en fait Émile Cartaillac. Lui, il parle vraiment au premier degré. Quand ça lui plaît pas, il le dit clairement. Hein. Et puis, bon, il a été aussi très impliqué dans le voyage, donc on a comme ça des appréciations qui sont vraiment très, très intéressantes et très intimes. Il faut savoir que donc ont été publiés d'autres livres, en particulier par les éminences parisiennes, alors sur un ton très académique, très pompeux. Et quand on lit les textes et qu'on les met en parallèle avec ceux d'Émile Cartaillac, évidemment, on n'est pas du tout sur la même planète. Hein. Alors, ce voyage, on le connaît aujourd'hui sous un nom particulier, c'est celui de croisière des savants. C'est un nom qui lui a été donné a posteriori, hein. Ce n'est pas le nom qui avait été déterminé à l'époque, mais en fait, il s'agissait d'un projet de voyage qui avait été engagé par un éminent savant de l'époque, Salomon Reynac, qui était en fait conservateur au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Il appartient à cette grande famille des Reynac. Hein. Son frère Joseph était député à l'époque et son autre frère Théodore était un éminent helléniste hein, de l'université. On les appelait la triade, hein. Enfin c'est les frères Reynac. Bon, ils ont aussi malheureusement été vilipendés par la presse antisémite hein, à la fin du XXe siècle et durant l'affaire Dreyfus notamment. Alors ce Salomon, lui, c'est un ancien de l'école française d'Athènes et son projet était d'emmener des savants parisiens, mais aussi des provinciaux, pour fêter le cinquantenaire de la fondation de l'école française d'Athènes. Le problème, c'est que ce projet, qui était évidemment très alléchant pour les savants de l'époque, il a été contrarié par le fait que la même année, donc en 1896, s'ouvrent les Jeux Olympiques, ou du moins renaissent, sous l'autorité de Pierre de Coubertin, les fameux Jeux Olympiques. Donc le projet de célébration, il va être abandonné, même si ils vont hein, effectivement aller à l'école, il y aura toute une série hein, de cérémonies, mais ce n'est pas la destination suprême hein, du voyage. Le voyage, c'est vraiment la découverte de la Grèce. Et ce changement d'orientation, il est dû au fait que toute la publicité du voyage, elle est faite par la maison Hachette, qui était propriétaire d'une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, avec un sous-titre « Journal des voyages et des voyageurs ». Et c'est donc la maison Hachette qui met en place ce premier voyage en Méditerranée, qui est en fait le premier voyage d'une longue série d'autres voyages qui auront lieu les années suivantes. Alors, vous avez ici à gauche la plaquette justement de cette croisière du Tour du Monde. Alors, je ne l'ai pas dépliée parce que malheureusement la photographie elle dépasse et il faut tout remettre ensemble. Mais à l'intérieur, vous avez le plan du bateau qui va emmener les voyageurs. Vous avez de l'histoire, vous avez de la publicité, en fait, tout un tas d'informations particulièrement intéressantes pour les gens qui devaient s'inscrire à ce voyage. Et effectivement, ce premier voyage, il va avoir le lancement de la souscription va avoir un très très fort succès, d'autant plus que plusieurs dizaines d'athlètes vont profiter de l'occasion de ce voyage pour se rendre en Grèce. Et du coup, ça va poser aussi quelques problèmes d'intendance sur le navire. Alors ce navire, on l'appelle le Sénégal, il appartient
à la Compagnie des messageries maritimes de Marseille. Et vous avez ici le rapport général du voyage du commandant Rebuffat, le commandant qui a géré toute la croisière et qui est donc en dépôt aux archives des messageries maritimes. C'est un steamer transatlantique, donc qui a été redestiné pour la Méditerranée, et c'est lui donc qui va emmener tous ces voyageurs. On estime à peu près à 230 voyageurs sur ce petit navire. Vous avez ici une des premières images d'Émile Cartaillac, c'est l'embarquement à Marseille. Alors on ne voit pas très bien le navire, on voit juste les mâts, mais vous voyez toute la cargaison qui est amenée sur le navire et pour justement permettre aux voyageurs d'être nourris pendant toute la durée de la croisière, de l'excursion. Alors quelques mots maintenant sur Émile Cartaillac. Il est né justement à Marseille, donc quand il se rend sur le Sénégal, il connaît bien la ville, et du reste il va arriver quelques jours auparavant. Il est le petit-fils en fait d'un négociant très prospère de Marseille, c'est la famille Solier, qui fait du commerce partout en Méditerranée, même au-delà, commerce d'épices et de toute autre marchandise. Il a vécu ensuite tout jeune à Toulon, à Lyon. Son père était inspecteur des douanes et finalement, à la retraite, son père décide de s'installer à Toulouse. C'est à Toulouse qu'il accomplit dans ses études supérieures. Il a son baccalauréat de droit et son baccalauréat de lettres, puisqu'à l'époque, il fallait obtenir les deux. Et il fait des études de droit pour devenir avocat. Il est inscrit au barreau, effectivement. On a aux archives départementales de la Haute-Garonne le serment qu'il prête en tant qu'avocat, mais il ne va jamais exercer cette profession parce que la famille est fortunée à l'époque et il peut vivre de ses rentes. Ce qu'il va faire, il va en profiter pour voyager et surtout pour faire de l'archéologie, se destiner à sa passion. Lorsqu'il part en Grèce, il a donc 41 ans, il est né en 1845, donc il a 41 ans, c'est déjà un homme assez mûr, surtout il est auteur de plusieurs publications, il est cofondateur d'une revue, l'Anthropologie, importante, d'une grande revue scientifique, et depuis 1883, il est aussi chargé d'un cours d'archéologie préhistorique à la faculté de Toulouse. Et puis par ailleurs, il est aussi conservateur, mais sans salaire. Pendant des années, il ne sera jamais payé dans ses multiples fonctions. Il est aussi donc conservateur au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et au Musée Saint-Raymond qui est en train d'être, restauré et destiné à être rouvert au public dans les années 1890. Mais c'est surtout un photographe. Et ça, on l'a un peu perdu de vue dans beaucoup d'études parce que très tôt, en fait, il va se former à la photographie. Et il se trouve qu'à Toulouse est née sans doute l'une des premières écoles de photographie en France. Il y a Lyon, il y a Paris. Mais Toulouse, on a vraiment les premiers grands photographes dans le domaine scientifique. J'ai parlé d'Eugène Trutat. On a aussi Charles Fabre, qui était professeur de chimie et qui va mettre d'ailleurs au point tout un tas de procédés dans la photographie. Alors évidemment, je vous parle de la photographie ancienne, mais tout un tas de procédés qui vont vraiment faire évoluer la photographie de cette période-là. Il était d'ailleurs aussi en contact, Émile Cartaillac, avec Nadar, le grand photographe Nadar. Donc il est vraiment, il baigne dans ce milieu-là et il va se servir de la photographie dans beaucoup de ses travaux. Et il y a une photo qui est très célèbre, qui est un cliché qu'il a pris lors de son excursion aux Baléares. Il va faire un énorme travail sur les monuments mégalithiques des Baléares. On est une dizaine d'années avant le voyage en Grèce. Et vous voyez déjà, il a vraiment le sens de la mise en abîme photographique, puisque lui, il est pris en photo sur le monument en question, le talaïo en question,
et il a trouvé quelqu'un qui corresponde à son ombre pour se montrer. Donc cette mise en abîme assez particulière, mais qui renoue bien, enfin qui noue bien avec sa propre mentalité. Il était assez, comment dirais-je, assez humoristique aussi dans ses travaux. Alors, je vous ai dit qu'il a donné une très, très grande publicité donc à ses recherches, enfin à cette excursion, et pour cause, parce qu'il va être particulièrement impliqué dans cette excursion elle-même. Dans la correspondance, qui est aujourd'hui numérisée, si vous voulez la voir, elle est sur le site Tolosana. Il y a toute une série de cette correspondance, alors passive, c'est-à-dire toutes les lettres qu'il a reçues. On a quelques éléments de ce qu'il a envoyé lui, mais assez peu par rapport à la masse inconsidérable qui a été numérisée pour Tolosana. Mais dans cette correspondance, on a des lettres d'un certain Émile Bourgeois, qui est en fait le directeur de la revue Le Tour du Monde. Et ces lettres permettent justement de se rendre compte de son implication. Alors, il faut dire qu'il était particulièrement expérimenté dans ce genre d'organisation de grands voyages pour des collègues, archéologues, etc., puisqu'il s'occupait de beaucoup de sociétés savantes. Notamment, il a été très impliqué dans la Société archéologique du Midi de la France, et chaque année étaient organisées des excursions en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, un peu partout en Occitanie. Donc, et lui gérait, en fait, du point de vue logistique et scientifique, ce type d'expédition. Alors, dans la correspondance, on voit qu'il a proposé plusieurs choses, et en particulier, il a proposé de faire des conférences sur le navire lui-même. Alors là, vous avez un extrait de ce que lui dit justement Émile Bourgeois. Encore une fois, merci de tout ce que vous nous donnez d'utiles indications. Votre idée des conférences est adoptée. Une salle spéciale sera réservée à bord du paquebot, etc., etc. Là, dans cette même lettre, en post-scriptum, il lui précise, et ça pour nous c'est intéressant, nous allons faire le nécessaire pour les douanes, parce que le problème qui se posait à chaque fois pour Émile Cartaillac, c'était de pouvoir passer ses caisses en bois avec tous ces clichés. Parce que, certes, c'est du matériel assez solide, mais le verre, ça se casse, et bien souvent, il pouvait arriver des accidents, et il en est d'ailleurs arrivé. Il est également l'instigateur de projections sur le paquebot. Il va d'ailleurs même amener des plaques de verre de la faculté de Toulouse pour que des projections soient organisées montrant les monuments qu'ils vont voir, puisque c'est vraiment sur le trajet de l'aller vers l'excursion. Et au retour, de la même manière, il va être sollicité pour donner des clichés qui viendront orner ce que la maison Hachette a appelé l'album photographique, alors qui existe, j'ai pu le consulter aussi à la bibliothèque du Périgord à Toulouse. Alors j'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de ces clichés qui ont été publiés il y a quelques années dans une revue grand public, que peut-être vous connaissez, les dossiers d'archéologie, qui ont été publiés comme étant de tel ou tel savant. Et jamais attribué à Émile Cartaillac, alors que ce sont ces clichés. Seulement, le collègue, peut-être par paresse, ne s'est pas trop embêté, et il a fait des attributions évidemment parisiennes, alors qu'on sait qu'il y a à peu près une dizaine de clichés de cet album photographique qui sont d'Émile Cartaillac lui-même. Alors, il va donc fournir ces clichés personnels. On en a toute la liste, je vous mets juste les documents rapidement. Et voilà le fameux album que sortira plus tard, quelques jours plus tard, la maison Hachette. Donc il va donner ces clichés, mais dans le même temps, il va perdre une dizaine de clichés. Il sera assez en colère, on le voit avec les lettres notamment. Apparemment, il a envoyé certains de ces clichés à la maison Hachette, et les clichés ont été perdus ou sérieusement endommagés.
Alors ça c'est sûr parce que dans la série, étonnamment, il manque beaucoup d'images sur le site de Mycène. Or, il parle beaucoup de ce site-là et on n'a qu'une image de ce site. Donc, je pense que la perte a surtout touché ce site particulier. Alors, revenons maintenant au voyage. Donc, ils embarquent sur ce grand paquebot, sur ce steamer. Cartaillac, on sait qu'il a versé la somme de 1350 francs pour 3 places. Ne me demandez pas avec qui il est parti, je n'en sais rien, et il ne le dit pas, donc on va lui laisser son intimité. Mais il n'est pas dans la première classe, parce qu'on sait que les gens qui étaient vraiment dans la première classe, c'était 600 francs par tête. Alors, je n'ai pas fait la conversion, mais c'était une somme déjà assez importante. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, l'organisation de ce voyage va créer un très fort engouement et le paquebot va transporter plus de monde que prévu. Voilà ce que nous raconte Cartaillac. Aussitôt, 160 passagers sont inscrits et Paris télégraphie aux retardataires que la liste est close. Vous croyez peut-être que ceux-ci se tiennent pour satisfaits. Quelle erreur! 50 partent pour Marseille, décidés à coucher sur le pont ou dans la cale, résolus à tout, excepté à rester à terre. Le bureau des messageries, sur la Canebière, ne vit jamais un pareil assaut. Finalement, il céda. Au fond, il ne demandait pas mieux. Et voilà pourquoi nous étions sur le Sénégal, dans le fameux Namisvir, 4 ou 5 dans nos cabines, au lieu de 2 ou 3. Je dois dire que nous n'avons pas eu à regretter cette multiplication. Au nombre des derniers venus étaient quelques-uns des meilleurs d'entre nous et 3 jeunes vainqueurs aux Jeux Olympiques, puisqu'ils amènent avec eux ces athlètes qui vont participer aux fameux Jeux. Alors, petite remarque qui fait sur le navire, les messageries nous ont livré un de leurs meilleurs paquebots. Ce n'est pas le dernier type, mais le Sénégal est très grand, solide et bon marcheur. Il était là aussi très attaché à ce navire, hein, il en fait plusieurs descriptions. Alors, pour vous donner une idée des gens qui vont voyager, on a des membres de l'Institut, Gustave Laroumet par exemple, alors Salomon Renac dont j'ai parlé. On a un autre ancien membre de l'école française d'Athènes, Paul Monceau, qui est professeur de rhétorique au lycée Saint-Louis à Paris. Et on a même le mathématicien Henri Poincaré. Donc c'est vraiment... on a une concentration de savants de l'époque assez remarquable. Et sur place... les attend le directeur de l'école française d'Athènes, qui est le fameux Théophile Homole. Alors Théophile Homole qui va malheureusement connaître une fin de carrière un peu précipitée, puisqu'il s'était retrouvé conservateur du Louvre, et il va faire les frais du vol de la Joconde en 1911. Pas de chance pour lui, hein, mais personne ne va d'ailleurs le défendre, le pauvre homme, alors que c'était vraiment quelqu'un d'assez remarquable, hein, de cette génération. Mais là, à l'époque, c'est lui donc qui va les recevoir et les amener sur plusieurs sites, dont le site de Delphes notamment. Il y a aussi une trentaine de dames. Alors, dames, je le mets entre guillemets parce que c'est la description qu'en fait justement Cartaillac. Et il faut savoir que comme il y avait les Jeux Olympiques, la maison Hachette a décidé d'utiliser le Sénégal comme hôtel. Il était impossible surtout à Athènes, hein, de pouvoir louer des chambres. Donc ils vont décider qu'on dépose le matin les excursionnistes, on les récupère le soir, ils dorment sur le bateau, ils mangent sur le bateau et on repart à une nouvelle étape et on recommence. C'est vraiment la croisière comme on peut la voir aujourd'hui. Alors, il semblerait que c'était vraiment une des premières aussi, hein, sur ce plan-là. Alors, je vous lis ce qu'il rapporte, hein, justement des passagers. Si l'on note les origines, on observe que Paris a fourni le plus grand nombre de ses passagers. Rouen, Lyon et Toulouse ont envoyé de forts contingents. Le reste de la France, de rares isolés. La Belgique et surtout la Suisse ont des représentants assez nombreux. Et enfin, alors petite pique, parmi les jeunes gens, tout un groupe est attiré uniquement par les Jeux Olympiques. L'Acropole d'Athènes, les trésors de Mycène, l'Hermès de Praxitèle, ils ignorent tout cela et le reste.
Mais parlez-leur du stade, des courses, des luttes, des assauts. Voilà donc les éléments de notre compagnie, une belle compagnie, certes. Quel charme, quel profit les conversations nous promettent. Et alors, il faut imaginer que le parcours est assez long, du moins à l'aller. À l'aller, ils vont, vous voyez, couvrir... ils vont passer par le détroit de Bonifacio, par le détroit de Messine. Il y aura quelques photos, mais ils vont avoir du mauvais temps, en réalité. Et d'ailleurs, quand ils vont partir de Marseille, il y a une énorme houle, dans ce que décrit Cartaillac, et un temps assez affreux, puisqu'ils ne verront pas, d'ailleurs, le détroit de Bonifacio à l'aller. Donc, il faisait vraiment gros temps. Tout comme ils ne verront pas non plus dans le détroit de Messine le Stromboli, ils vont le voir, mais au retour. Donc ils font d'une traite le premier trajet pour arriver à l'Aurore, à Itéa, donc au pied, enfin dans le golfe de Corinthe, au pied de Delphes. Et il faut imaginer qu'ils sont à peu près vers 4 heures du matin sur le site de Delphes, d'après la description que nous a laissée Cartaillac. Petite description aussi qu'il donne de la vie à bord, en particulier de la cuisine. Il nous dit « La mer donne grand appétit, puis un estomac bien lesté est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour résister au roulis. » Vu les conditions du voyage, ils ont sans doute assez bien mangé. Entre 6 et 7 heures, thé, chocolat, café. De 9 à 11, déjeuner sérieux. De 1 à 2, lunch massif. À 4, du thé. De 6 à 8, dîner. À 10, encore du thé. La journée est bien remplie. Et il fait le calcul de tout ce qui a été embarqué. Des bœufs, des veaux, des moutons, des agneaux, des poules. Malheureuses victimes, destinées à une fin prochaine, sont entassées à la vente dans des compartiments à claire-voie. Le Sénégal emporte en outre pour 30 000 francs de conserve. Donc c'est vraiment une expédition. Le pain sera cuit chaque matin. Et dans le fumoir sont affichées les cartes géographiques en rapport avec notre voyage et les avis officiels. Programme des excursions, annonce des messes, liste des objets trouvés et perdus, etc., etc. 10 fois par jour, on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. Bon, on se doute bien que pendant le trajet, ils se sont un peu ennuyés aussi, et c'était la grande activité d'aller voir si quelque chose était annoncé dans la grande salle du paquebot. Alors malheureusement, et ça c'est lié au procédé photographique, puisque c'était très inflammable, en fait, tout ce matériel, on n'a pas d'image intérieure du paquebot. Ce qui aurait été vraiment là formidable. Mais on n'a que des images d'extérieur et c'est sans doute la raison principale. Donc, premier site, c'est le site de Delphes. Donc, la fameuse montée, alors évidemment, ça a bien changé pour ceux qui connaissent le site aujourd'hui, mais il y avait cette montée, alors qui se rétrécissait, qui devenait de plus en plus dangereuse, et Cartaillac avait beaucoup de crainte, justement, que d'un lacet à l'autre, les ânes ne dérapent pas et viennent s'abattre sur son propre attirail, puisqu'il avait des ânes avec lui pour monter, et monter tout l'attirail qu'il portait, tout l'attirail photographique. Alors, il donne à chaque fois, et ça c'est intéressant, il explique à chaque fois ce qu'il voit, et il donne toujours des éléments ethnographiques. Et en particulier ici, vous avez, alors ça c'est quelque chose qui existe toujours, c'est la fameuse fontaine de Castaly. C'est la première fontaine qu'on voit en montant sur le site. Et c'est à cette fontaine, que vous avez ici à droite, où les pèlerins de l'Antiquité venaient se purifier. Et en fait, tout le monde passait par cette fontaine pour effectivement se purifier, puis monter ensuite dans le sanctuaire. Alors là, je ne sais pas si on le voit très bien, mais il nous explique que dans cette fontaine, on a des femmes, alors on les distingue ici, mais c'est difficile de donner avec netteté la photographie, mais il nous explique qu'elles sont en train de laver leur linge dans cette même fontaine de Castaly. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le site, à l'époque, il est recouvert par un village. Et en fait, alors la France, mais aussi la Grèce, vont exproprier les villageois en les dédommageant en partie,
Mais il faut imaginer que tout le site était à peu près couvert. Et vous en avez un témoignage ici, il restait encore quelques maisons. Alors certaines vont être ensuite utilisées pour le fameux musée, qui existe toujours aujourd'hui. Mais voilà quelques maisons du village. Et là, vous avez le théâtre, alors avec la vue vertigineuse. Alors, ça s'est un peu écrasé dans la photographie, mais vous avez le théâtre, c'est en fait le monument le plus haut du site, et après vous avez cette vue plongeante depuis le mont, ici, vers toute la vallée. Et puis alors on a ensuite quelques images de l'excursion elle-même, avec les guides, et surtout le guide Monsieur Homol, qui à chaque fois présente le site, présente les découvertes. Alors, c'est l'année aussi où les fouilleurs français font une découverte que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le fameux Aurige de Delphes. Il est découvert à cette période-là, et effectivement, Émile Cartaillac va lui aussi en parler dans sa relation, dans ses souvenirs. Ensuite, alors, ils reprennent le bateau, et ils vont sortir donc du Golfe pour venir à Katakolo. Alors Katakolo, c'est un petit port sans trop de relief, si ce n'est qu'il a fait fortune, ce port, dans le commerce des raisins secs. On est en pleine période, à la période qui suit la fameuse crise du phylloxéra, et Katakolo, c'est une des rares régions où on est conservé justement des cèpes anciens, et ça va faire la fortune justement de ce petit port de pêche. À partir de là, il gagne donc le site d'Olympie. Et là, il nous fait une description assez catastrophique de leur arrivée à Olympie. Je vous lis rapidement ce qu'il en raconte. Quand nous arrivons, les cataractes du ciel sont ouvertes d'eau. En fait, ils ont eu une pluie, apparemment les 3/4 de leur séjour, de la journée à Olympie. Alors, on a toujours le petit billet, puisque bon, à chaque fois, ils ont payé la barque, ils ont payé la visite sur le site, donc c'est vraiment une croisière destinée à une certaine élite, vous l'aurez bien compris. Mais on a quelques images intéressantes. Alors là, vous avez justement, à un moment d'accalmie, la pluie, même s'il y a un petit parapluie, mais la pluie semble s'être calmée, et on voit ce qu'il appelle les Sénégalais. Il a donné le nom de tous ses compagnons de voyage du bateau, et donc il les prend comme ça sur le vif. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment ils ont vécu ces journées, notamment. Alors là, il y a encore des photos du site, on voit la procession des excursionnistes qui traversent ce qui reste, les vestiges du grand temple de Zeus. À Olympie, alors c'est la naissance des Jeux Olympiques, certes, mais c'est là aussi où existait la 7e merveille du monde, une des 7 merveilles du monde, c'est la fameuse statue de Zeus gigantesque, elle faisait plus de 8 mètres de hauteur, et elle est dite chryséléphantine, c'est-à-dire composée de bois et d'ivoire. C'était vraiment tout le monde, tous les Grecs venaient à Olympie, surtout pour admirer cette formidable statue. Et ici, donc, vous avez toujours les vestiges au premier plan du temple de Zeus, à l'arrière, le temple de Héra, et puis ici, vous avez le musée d'Olympie, qui existaient déjà et qu'ils vont également visiter. Alors, petite précision là aussi photographique, Émile Cartaillac, comme tout bon photographe, prend toujours une échelle, et en général, il photographie quelqu'un tout proche des vestiges, parce que c'est en fait, il donne l'échelle, c'est un peu la mire pour les archéologues, ça donne l'échelle aussi des monuments. Ici, donc, vous avez la palestre. Ici, là, on voit mieux les corps du musée. Et puis, là, l'entrée du stade avec ces dames qui essaient sans doute de marcher dans la boue, parce que, vu toute la pluie qui était tombée, on peut imaginer que l'excursion, elle a quand même dû être difficile sur le moment. Et puis, alors, un autre
Une autre scène de la vie quotidienne sur les sites, ça c'est la cantine. À midi, tout le monde part déjeuner et on a amené par train depuis Katakolo, on a amené tout le repas de midi. Et du coup, bon, vous voyez les petites bonbonnes, les coffres en osier, avec toute la cuisine, toute l'intendance, qui a suivi les excursionnistes. Alors, autre étape par la suite, c'est donc Nauplie, ici. Là, c'est l'étape du Péloponnèse avec Argos, donc Mycène, dont je parlais. Alors là, c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas tellement l'archéologue qui va faire des photos, c'est plutôt l'ethnologue. Et effectivement, il prend en photographie la population de Nauplie, parce qu'il se trouve que, hasard du calendrier, la Pâque orthodoxe correspond à la Pâque catholique. Donc il y a d'immenses fêtes organisées dans ces petites villes. Les villes sont toutes pavoisées. Alors voilà, les gens sont souriants, ils nous expliquent qu'ils sont très hospitaliers, très souriants, qui posent pour les photographies, ce qui pour lui est évidemment du pain béni. Et il fait plusieurs clichés aussi sur les marchés avec ces paysans qui emmènent les agneaux prêts à être consommés. Alors il nous décrit les odeurs, des odeurs assez fortes qu'il y a sur ces marchés notamment. Et là, il renoue avec une tradition qu'on retrouve souvent chez lui et qu'on va retrouver aussi chez Bégoin, mais pour ce qui concerne l'Ariège, la vallée de Bethmal, tout ça, il prenait des photos des populations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent dans ses collections, dans ses fonds photographiques. Et puis alors ensuite, on part vers l'Attique, vers Athènes, alors avec une image qui est assez enfin moi qui me plaît beaucoup en tout cas, c'est celle du Cap Sounion, avec le temple de Poséidon qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il est un tout petit. Mais en fait, la destination, là aussi, il y a eu pas mal de problèmes de houle, etc. Mais le Sénégal a été un navire assez maniable, apparemment. Et donc, il a été demandé à ce qu'il puisse passer non loin des côtes et non loin du fameux Cap Sounion, qui est un des derniers caps avant le passage vers la mer Égée. Et puis, bon, pour tous ces archéologues, il s'agissait de voir ce fameux temple de Poséidon qui fait partie, là aussi, des grandes beautés de la Grèce antique. Donc, l'arrivée ensuite au Pirée, puisque à partir du Pirée, ils vont se rendre ensuite à Athènes. Il nous explique Cartaillac qui va essayer à peu près tous les moyens de transport qui existent entre le Pirée et Athènes. Donc il y a un tramway, il y a un train express, il y a un train qui est beaucoup moins express, nous dit-il. Il y a des formes de taxi. Enfin, il essaye tous les moyens pour parvenir à Athènes. Le Pirée, il est lui aussi pavoisé, comme le montrent tous les navires. Alors, ce n'est pas pour les Jeux Olympiques, c'est pour les fêtes de Pâques, là encore, comme à Nauplie. Et là, vous avez l'image des petites barques qu'ils prenaient depuis le Sénégal pour pouvoir après arriver au port et continuer leur route en train ou en tramway. Alors Athènes, ici, toutes les rues là aussi sont pavoisées, mais là c'est du fait des Jeux olympiques. Ceci dit, vous allez voir que ça l'intéresse beaucoup moins les Jeux olympiques que les monuments. Et en particulier, on a toute une série de photographies concernant les monuments de l'époque. Là, vous avez le fameux Théséion qui a été lui aussi pris en photo. Mais ce qui est assez rare, et ce sont ces clichés justement qui ont été publiés sans que son nom apparaisse, c'est ce qui m'a un petit peu interloqué, ce sont des clichés de la cérémonie des Jeux. Cérémonie qui avait été ouverte par le roi de Grèce avec sa famille, alors après par le comité des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, etc. Il y a quelques clichés, vous voyez, qui montrent justement ces célébrations. Et dans la plaquette que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait aussi
un petit encart sur les Jeux olympiques, et en particulier sur la médaille qui avait été donnée aux vainqueurs des Jeux. C'est une des premières médailles qui a été fabriquée pour les Jeux olympiques. Alors vous avez ici justement toujours ces cérémonies auxquelles il a assisté, comme le montre d'ailleurs le ticket d'entrée. Donc il a aussi assisté à ces festivités. Mais surtout, ce qui l'intéresse, et là encore quelques clichés sur Athènes, là vous avez une vue de l'Acropole ici, et puis effectivement le Parthénon. Alors voilà ce qu'il dit: j'ai tâché de voir tous les vestiges de la grande Athènes et je dois déclarer qu'ils m'ont paru quelque peu abandonnés. On alléguera peut-être que l'entretien des ruines en bon état, si je puis parler ainsi, exigerait des fonds que l'on n'a pas. Cette raison n'est pas une excuse dans un pays où l'on consacre 2 millions à rebâtir un stade en marbre pentélique. Et ce stade, c'est le fameux stade des Jeux olympiques. Il est assez critique sur les Jeux, à vrai dire. Il ne comprend pas très bien, vu la pauvreté du pays, la débauche de frais qui ont été faits autour de ces Jeux. Ceci dit, après, il est totalement emballé par ce qu'il voit à Athènes. Bon, là, je vous montre vraiment un petit échantillon des clichés, parce qu'il va vraiment tout visiter. Et il est d'autant plus emballé qu'il fait partie d'une génération qui connaît très bien le grec et le latin. Et voir ces monuments, ça correspond à toute une culture des humanités, comme on pouvait dire à l'époque, qui lui est propre et à laquelle il est vraiment très, très attaché. Alors le voyage, ensuite, va s'achever par la visite de l'île d'Apollon, la fameuse Délos. Il est très déçu par le site. Il faut dire que le site, il n'est pas en très bon état. Là, vous avez une image du fameux lac sacré, lié au mythe d'Apollon notamment. Là, vous avez une maison. Il va prendre pas mal de clichés à Délos, mais il explique que le site, il est complètement à l'abandon, qu'il y a des troupeaux de bœufs, de moutons, de cochons noirs. Donc, il visite ça au milieu des animaux. Enfin, il ne comprend pas qu'il n'y ait pas un peu plus de protection, notamment. Et là aussi, ils ne vont pas avoir de chance, parce que le jour où ils vont aller à Délos, il y a une énorme tempête. Mais il arrive quand même à prendre un cliché. Et vous voyez la légende, à chaque fois, il met des petits commentaires. Et on voit effectivement qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à embarquer sur les petits bateaux pour rejoindre le Sénégal. Et il explique comment hommes et femmes, ils ont pu perdre leur chapeau. Enfin, c'est un passage assez comique malgré tout, parce qu'on imagine bien l'embarras que devait causer cette tempête. Il regrette aussi à Délos de ne pas avoir en fait quitté le bateau, parce qu'il explique dans sa relation que beaucoup de Toulousains ont décidé de partir d'Athènes à Istanbul. En fait, ils n'ont pas repris le bateau pour rentrer, ils sont rentrés autrement, et ils sont partis découvrir l'autre Grèce, en fait, de l'autre côté de la mer Égée. Et là, quand il voit Délos, on sent bien que... il s'est dit qu'il avait raté sans doute quelque chose, mais en tout cas, il est resté fidèle au Sénégal. Et voilà, ça c'est la dernière phrase de son témoignage. Et il n'est personne qui ne m'approuve de garder au fond du cœur la douce espérance de quelques voyages encore, et surtout d'un retour en Grèce. Alors ça, j'aime bien la montrer à mes collègues préhistoriens, parce que pour eux, c'est un préhistorien et point barre. Enfin, ils ne veulent pas en entendre parler pour autre chose. Or, c'est avant tout un grand humaniste. Il connaissait parfaitement toute cette culture-là, tellement d'ailleurs qu'il écrit dans ses lettres souvent, il met du latin, il met du grec, donc il a vraiment une culture classique très, très, très importante. Et ce voyage, il va en parler très, très souvent dans sa correspondance. Il a sans doute été aussi...
très formateur dans la suite de sa carrière. Et surtout, bon, ça c'est le propre de ces voyages, c'est de voir de visu les monuments, de voir les objets. Bon, ça c'est... Même un écran ne peut pas rendre, ça ne rend jamais l'autopsie, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire le fait de voir directement les objets. Et ça, il en est fortement conscient et il le dit à plusieurs reprises. Voilà, je m'arrêterai là. Si vous avez des questions. Merci pour votre contribution et merci d'avoir tenu les temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, bien que ce ne soit pas tout à fait votre objet, et pour animer un peu la séance, là, pour révéler un peu l'assistance des intervenants, vous avez fait une biographie de Cartaillac un peu en défense. Est-ce qu'on peut rappeler qu'il a été à l'origine un plus grand plantage de l'archéologie en déniant l'authenticité des peintures rupestres des grottes d'Altamira, à tel point que, vous savez, les fameux bisons d'Altamira, ceux qui s'intéressent la préhistoire les connaissent tous, et Cartaillac a mené une campagne contre la réalité de l'art préhistorique, en prétendant que c'était des faux, de sorte que le propriétaire et marquis des grottes est mort dans le déshonneur, mis au banc de la communauté internationale scientifique, et ce qui a permis à Émile Cartaillac d'écrire un second livre, enfin une dernière publication, Confession d'un sceptique. Alors, est-ce que vous tenez en compte cette dimension quand même contestée de Cartaillac dans votre biographie? Alors, d'abord, je m'insurge un peu parce que résumer la carrière de Cartaillac à ça, ça c'est le défaut de beaucoup de collègues préhistoriens qui n'ont pas vu... non. Après, dans le détail, justement, contrairement à ce qui a souvent été dit et écrit, d'abord, il a publié le mea culpa d'un sceptique, mais sans avoir publié de livres. Il n'a pas publié beaucoup de livres, Cartaillac, et il n'a rien publié sur Altamira. Il a publié un article, c'est tout. Hein. Après, alors, si vous résumez sa carrière à ça, bon, ben on en arrête là. Enfin, je veux dire. Résumé, mais c'est le point qui me semble intéressant. Mais après, faut voir l'autre sens aussi du mea culpa. C'est un des rares qui a reconnu ses erreurs. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même le propre d'un scientifique digne de ce nom. Je suis désolée. Il y en a très peu. Hein, si on regarde l'histoire des sciences, il y en a très peu qui sont revenus en arrière et en disant qu'ils s'étaient vraiment trompés. Donc, je voudrais souligner ça. Et surtout, je voudrais que, quand même, comment dire, c'est pas l'exonérer, mais qu'on voit au-delà, parce qu'il a une carrière vraiment très importante dans l'histoire des sciences, qu'on ne peut pas lui dénier, en particulier dans l'histoire aussi des musées de Toulouse. Beaucoup de musées de Toulouse doivent une fière chandelle à Émile Cartaillac. Il a été conseiller municipal de Toulouse, il aurait d'ailleurs pu être même maire de Toulouse, donc c'est dire l'importance qu'il a eue dans le milieu toulousain, et pas seulement culturel, dans le milieu politique aussi. Le seul plantage que je lui connais au niveau politique, c'est en Aveyron. Là, il n'avait pas mesuré qu'il avait voulu se présenter à un mandat, alors je ne sais plus si c'était conseiller départemental, mais enfin, il a été battu, et il n'avait pas mesuré à quel point le fait d'être protestant, dans un milieu très, très catholique, ne pouvait pas coller, enfin, n'allait pas amener des suffrages à lui. Après, sa carrière, voilà, nous on la redécouvre, on travaille justement à une biographie qui, j'espère, verra le jour bientôt. Alors, c'est pas une réhabilitation, mais c'est pour montrer aussi à quel point il y a des personnages de la région qui ont compté dans l'histoire des sciences, dans l'histoire culturelle de façon générale. Et lui, je crois, il en fait partie. Après, il ne faut pas être dupe non plus. Certains savants postérieurs, en particulier la Bébreuil, ont aussi, comment dirais-je, un peu noirci ce qu'avaient fait les prédécesseurs. Ça permettait aussi de se refaire
une virginité pour certains de ces savants. Donc il faut toujours, c'est le boulot des historiens ça, hein, il faut toujours rester objectif. Et c'est pour ça, moi, résumer au mea culpa, je ne peux pas. Hein, c'est toute une carrière là qu'il faut examiner. On va passer sur cet épisode et peut-être repasser la parole à la salle. C'est dommage. À propos de ce voyage et des plaques qu'on a eu le plaisir, Claude Moule et moi-même, de voir au petit musée Béguin, sans pour autant évidemment le détailler comme vous, on les a juste vus. Est-ce que vous avez des questions à poser à propos du voyage d'Émile Cartaillak aux Jeux Olympiques? Bouche bée, voilà. Bon, en tout cas, merci non seulement pour votre intervention, mais ces magnifiques plaques, effectivement, qu'on n'avait qu'entrevues et qui sont, par exemple, les plaques sur Athènes ou même Délos. Pour moi, c'est une révélation, c'est absolument extraordinaire. Mais pour nous aussi, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait ça. Donc. J'espère que tout ça sera en dehors même de la biographie de Cartaillak publiée par... mais c'est tout valorisé. Et d'ailleurs, attendez, vous avez tout sur Internet. Si vous tapez « Voyage Cartaillak Grèce », ben vous allez voir tout le texte et vous allez voir toutes les images, là, pour le coup, de tous les documents. Et on en rajoute parce qu'on en trouve encore des documents autour de ce voyage. Donc c'est inépuisable, en fait. Merci encore.